Euh, Michel Sapin, ministre du Travail, c'est à vous. Oh, d'abord, bonjour, et puis merci beaucoup de venir comme ça dans ce colloque qui parle d'un sujet qui est un sujet très français et en même temps, on le voit bien, qui se pratique aussi à l'étranger, la négociation sociale. Certains refusent le terme de dialogue social. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice de plusieurs façons. La dernière, c'est la loi du 5 mars 2014. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle va changer ? La loi du 5 mars, parue le 6 mars, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'être la transcription dans la loi d'un accord entre partenaires sociaux. Donc elle est déjà le produit d'un dialogue social. De ce point de vue-là, ça pose toute la question de qu'est-ce que c'est en France que ce balai, au bon sens du terme, lorsqu'il est réussi, entre la démocratie sociale qui négocie un accord et la démocratie politique qui est la seule dans notre organisation juridique et constitutionnelle à pouvoir transcrire dans un certain nombre de domaines, en particulier ceux du droit du travail, des principes négociés en principes juridiques s'imposant à tous. Donc ça, c'est la première partie, on y reviendra peut-être, parce que c'est quand même une des caractéristiques, on vient de voir avec Sibéras des caractéristiques de la multiplicité des partenaires en France, mais il y a une caractéristique aussi en France, c'est que c'est la loi qui, au bout du compte, fait le droit, pas dans tous les domaines, mais en l'occurrence fait principalement le droit dans ses règles fondamentales de l'organisation du travail, de la formation professionnelle. Vous connaissez ça par cœur. Puis il y a une deuxième partie qui est très importante parce qu'elle s'intéresse au fondement même du dialogue social en France, et en particulier à deux aspects, ou même peut-être trois aspects qui sont assez décisifs. Le premier aspect qui est celui de la légitimité des acteurs, de la représentativité des acteurs. On vient d'en dire un mot au sens nombre d'adhérents, mais il y a aussi qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la réalité salariale, ou qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la réalité patronale. Il et manquait une pièce au puzzle. Il manquait une grosse pièce au puzzle, puisque c'est grosso modo la moitié du puzzle dans une négociation, qui est le côté patronal. Donc comment peut-on juger du poids des organisations patronales respectives? C'est vrai au niveau interprofessionnel, national, mais c'est surtout, j'allais dire, vrai au niveau des branches, parce que c'est au niveau des branches que des questions de représentativité patronale peuvent se poser. À ceux que ça intéresse du point de vue, je dirais, des exemples caricaturaux, au bon sens du terme caricatural, intéressez-vous à la négociation sur la convention collective dans le domaine du cinéma. Et vous allez voir ce que c'est que la difficulté de juger de la représentativité d'organisations patronales dans le domaine du cinéma, de la production cinématographique. Le deuxième élément de légitimité, c'est très important, c'est la question du financement. Et du financement des organisations aussi bien patronales que syndicales, ce qui n'était pas simple. Non pas que, à quelques exceptions près, c'est vrai dans ce domaine-là, comme ça peut l'être dans d'autres, il y a eu des financements de caractère illégal, mais parce qu'il y avait des financements qui étaient des financements indirects, au lieu d'être des financements clairs, directs et transparents. Et quand vous êtes dans l'indirect, vous êtes toujours dans la capacité à provoquer le soupçon sur ça pèse combien ça coûte. Et vous le savez, tout particulièrement s'agissant de la formation professionnelle, il y avait un dispositif clair, transparent, mais malgré tout indirect, de financement du paritarisme par le biais d'une partie des fonds de la formation professionnelle. Nous avons souhaité mettre en place un mécanisme définitif, évolutif, mais définitif, qui rend transparent. On sait d'où vient l'argent, qui va dans un compte, enfin dans un organisme qui lui-même va redistribuer de manière transparente l'argent du paritarisme. Et le troisième élément, je le cite, on y reviendra peut-être, parce que ça me paraît être le point de difficulté principale aujourd'hui du dialogue social en France, c'est la question des branches. Et dans la question des branches, de la multiplicité des branches, et évidemment de la constatation que s'il existe des branches où le dialogue social est réel, de qualité, ce qui n'empêche pas les confrontations, au contraire, il y a aussi des branches
où ce dialogue social est réduit à peu de choses, alors que nous renvoyons beaucoup, ou les partenaires sociaux eux-mêmes renvoient beaucoup, ils ont raison, aux branches une partie de la négociation et du dialogue social. Sur cet aspect branche, on a vu justement toutes les difficultés, puisqu'on a eu un exemple dans l'agroalimentaire. La loi, elle donne beaucoup de pouvoir à l'administration. Comment vous allez faire? Vous allez l'utiliser beaucoup? Vous pensez vraiment qu'il va y avoir un pouvoir de persuasion? Et si pouvoir de persuasion il y a, est-ce qu'on va rationaliser l'organisation ou pas? Je pense à la réduction du nombre des OPCA et à la façon dont ça s'est fait dans certains endroits où il n'y a pas forcément eu totalement cohérence dans les regroupements de professions. Oui, alors, le débat sur le nombre de branches, il ne date pas de l'arrivée de Michel Sapin au ministère du Travail. Il date de nombreuses années. Et le constat, suivant lequel il y a des diversités de situations considérables, il a été fait depuis longtemps. Je suis arrivé, on m'a présenté une sorte de catalogue des situations étranges, qu'il s'agisse, je ne sais pas quoi, de la convention collective des guides amazoniens, ou de je ne sais trop quel dans le domaine de la confiserie, où les grilles salariales étaient toujours en francs parce qu'elles n'avaient pas encore réussi à être renégociées depuis par rapport au passage à l'euro. Bon, exemple véridique. Hein. Oui, mais non, je ne raconte pas des bêtises, pardon. Ni pour l'Amazonie, ni, je ne vais pas préciser, ni pour la confiserie. Mais au-delà de ces aspects caricaturaux, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, on l'a vu d'ailleurs, à l'occasion des élections pour la représentativité dans le domaine syndical. Nous le verrons peut-être aussi dans le domaine patronal. Il y a des branches dans lesquelles on compte sur les doigts de 4 mains le nombre de ceux qui ont voté. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue de qualité lorsqu'il y a un nombre de salariés concernés aussi réduit? La réponse est non. Donc, depuis longtemps, chacun s'interroge sur les moyens. Alors au début, les moyens, c'est ceux de l'incitation, du raisonnement, de l'intelligence. On a tous raison d'utiliser d'abord les arguments de l'intelligence avant d'utiliser d'autres arguments, mais chacun voit bien que malgré tout, tout ceci tarde. L'argument qui serait simplement l'argument de la taille n'est pas un argument pertinent, parce qu'il peut y avoir des branches de taille modeste, par le nombre des salariés ou le nombre des entreprises, où le dialogue est de qualité. Donc il ne faut pas condamner une branche sous prétexte qu'elle serait de petite taille, alors que le dialogue y est de qualité. Il faut donc être vraiment très proche de la réalité, beaucoup bien sûr dans le dialogue avec les partenaires sociaux. Mais au bout du bout, ce que j'ai constaté, c'est qu'on manquait de l'argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité doit être utilisé comme tout argument d'autorité, avec intelligence, après beaucoup d'incitation, après beaucoup de dialogue avec les uns et les autres. Mais ce que donne la loi, au fond, c'est la capacité pour mon administration, pour le directeur général du travail, d'agir avec plus de moyens juridiques pour obliger à des fusions. Ça n'est pas simple, hein, ces obligations de fusion, parce que vous savez très bien qu'il peut y avoir eu des négociations dans une branche qui ont abouti à un compromis, je dirais, qui va être positif, entre guillemets, sur un aspect et négatif sur un autre, et puis une négociation dans une autre branche. Je ne sais pas s'il y a ici des spécialistes, mais il y a une branche de l'habillement, il y a une branche des chaussures. On pourrait penser qu'éventuellement, les chaussures et l'habillement vont ensemble. Mais ce qui a été négocié et obtenu par les uns et par les autres n'est pas de même nature. Et si jamais vous fusionnez les deux en mettant tous les positifs ensemble, ou tous les négatifs ensemble, vous n'arrivez pas du tout au même équilibre quant à la négociation. Donc tout ça est subtil, tout ça nécessite énormément de dialogue, mais tout ça nécessite d'avancer. Quand on sait aujourd'hui, vous le savez tous, quels sont les sujets négociés dans les branches, je ne parle pas des contreparties du pacte de responsabilité, je parle de la mutuelle, c'est pas rien là, hein, la complémentaire, qui est maintenant obligatoire pour l'ensemble des salariés. Ce sont des négociations un peu compliqué. En plus, le Conseil constitutionnel a un peu revu, corrigé, nous aussi. Les partenaires sociaux sur ce point-là ont eu des débats, y compris au sein du patronat, d'une certaine densité, n'est-ce pas, Guilbault, et d'une certaine diversité. Bien, on a maintenant les règles. Il
faut le négocier. C'est pas simple. Quand on parle aujourd'hui, sujet délicat, de la question du temps partiel, puisque la loi dit c'est 24 heures et pas en dessous, sauf négociation qui permet de voir quelles sont les contreparties permettant dans une branche à être en dessous des 24 heures. Ce n'est pas des petits sujets. Et on voit bien que si des accords ont pu intervenir, je me tourne vers ceux qui ont été acteurs dans le domaine de la restauration rapide, il y a aussi beaucoup d'autres domaines où ces accords aujourd'hui ne sont pas là, alors qu'ils sont absolument nécessaires, à la fois dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt des entreprises. Il y a comme ça beaucoup d'autres sujets dans le domaine de la formation professionnelle, évidemment, qui sont décisifs, qui font la chair même du dialogue social. Donc, il faut que dans le domaine des branches, ça bouge, ça se modernise aussi. Il ne suffit pas d'adapter, de moderniser, de légitimer, de donner les moyens et financiers et juridiques au dialogue au niveau national et interprofessionnel. Il faut aussi que ce soit vivant dans les branches et dans la plus grande partie des branches. Il y a de grandes branches où on connaît la densité du dialogue. Il y en a une qui donne le là. Oui, il y en a une ou deux qui donnent souvent le là, heureusement, parce que s'il n'y en avait pas qui donnaient le là, il n'y aurait pas du tout de musique harmonieuse, même si elles sont parfois un peu cacophoniques. Mais voilà, il ne suffit pas qu'il y en ait une qui donne le là, il faut que tout le monde joue. Alors, on va peut-être mettre de côté le sujet du financement parce que ça pèse évidemment sur la négociation sociale, mais ce n'est pas au cœur de la négociation sociale. Est-ce que vous diriez qu'en 10 ans, on a changé de modèle de dialogue social ou pas ? Je me méfie toujours des termes de modèle. D'abord, quand il s'agit d'un modèle qu'on copierait sur l'étranger, il y aurait un modèle allemand, ou il y aurait un modèle, je ne sais pas quoi, danois, ou il y aurait... Bon. Ou un modèle français. Je me méfie de cela. Et je me méfie aussi en France. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu, en tous les cas, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que le dialogue social existe en France. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des négociations, qu'il y a des conventions collectives. Tout ça est fondé aussi sur ce qu'on appellera l'héritage de l'après-guerre. On sait qu'il y a tout un tissu. Mais est-ce qu'il ne fallait pas lui permettre de s'adapter, d'être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui? Je pense que c'est ça qui est le cœur des affaires. Et je pense que depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, y compris tout récemment, qui permettent, employons le terme, de refonder le dialogue social, que j'appelle parfois de manière un peu triviale, un peu banale, mais de dialogue social à la française. Et dans ce dialogue social à la française refondé, vous avez au fond 3 moments, me semble-t-il, importants. Après, c'est l'histoire qui dira quels sont les plus importants. Le fameux L1 du Code du travail qui oblige l'État à demander aux partenaires sociaux s'ils souhaitent négocier dans un certain nombre de domaines et pas des petits domaines. Hein, c'est grosso modo tout le champ du Code du travail. Il y a ensuite les dispositions sur la représentativité syndicale, j'en ai dit un mot, qui était en quelque sorte la porte d'entrée pour poser la question de la représentativité de l'ensemble des acteurs. Donc nous peaufinons avec la représentativité patronale, ce qui est complexe aussi, compte tenu de la diversité des situations. Et puis, il y a les troisièmes éléments qui sont ceux d'aujourd'hui, ceux que je décrivais dans la loi du 5 mars, avec la représentativité patronale et le financement. Vous laissez le financement de côté, vous avez raison, parce que ce n'est pas un sujet de dialogue social, mais la légitimité des acteurs, c'est quelque chose de décisif. Si ces acteurs ne sont pas considérés comme légitimes, d'abord par les salariés ou par les entreprises, et pas légitimes par l'opinion, qu'est-ce que serait qu'une démocratie dont les acteurs ne seraient pas considérés comme légitimes? Et donc, c'est quelque chose d'absolument indispensable. J'insiste sur ce point-là, parce que combien de fois on entend dire que, comme on disait quelqu'un, la fluidité du dialogue social est entretenue d'une certaine manière ou d'une autre. Ce n'est pas acceptable. Le financement de la part d'intérêt général, je sais que c'est un terme qui n'est pas retenu par toutes les organisations syndicales, et voilà en particulier, je comprends tout à fait mais disons, la part de participation à la construction d'un ordre social qui dépasse la seule défense des intérêts des salariés dans une entreprise ou dans une branche ou dans une organisation syndicale, ça mérite d'être soutenu par un financement, si ce n'est public, en tous les cas un financement obligatoire, et qui se retrouvera dans les prélèvements obligatoires d'une manière ou d'une autre. Donc j'insiste sur ce point parce que cette transparence maintenant établie, qu'il faut mettre en œuvre,
ça peut changer le regard que nos concitoyens portent sur le dialogue social. On parlait de la représentativité au sens combien y a-t-il d'adhérents dans les organisations syndicales françaises, de la différence par rapport à d'autres pays où le taux de syndicalisation est très élevé. Ce n'est pas le seul critère de la légitimité. Le taux de participation à des élections dans les entreprises dont les candidats sont ceux qui sont présentés par les organisations syndicales me paraît être aussi un bon critère de la légitimité. Mais malgré tout, plus d'adhérents dans une entreprise ou dans une organisation de quelque nature, et je regarde d'autres organisations syndicales qui sont représentées aussi dans le secteur privé, mais qui le sont principalement dans le secteur public, où là le taux de syndicalisation est plus élevé, c'est aussi un gage de bonne santé, au bon sens du terme. La force de la représentation des organisations patronales et des organisations syndicales, c'est un élément de la santé démocratique d'un pays. Et donc tout ce qui peut aller dans ce sens-là sera une bonne chose. Juste 2 points sur ce point. L'incitation, si je puis dire, à adhérer à une organisation syndicale. Il y a un élément qui est important, qui n'est pas très souvent souligné. Nous avons amélioré l'avantage fiscal de l'adhésion syndicale, puisqu'avant c'était un avantage fiscal dont ne profitaient que ceux qui payaient des impôts, et ça devient maintenant un avantage fiscal dont profitent y compris ceux qui ne payent pas des impôts. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez des retours là-dessus Au fond, très peu. Est-ce que les gens savent d'abord? Oui, voilà, très peu. Mais écoutez, moi je veux bien que ce soit au ministre de le faire savoir. Mais peut-être que c'est un argument pour les organisations syndicales ici représentées que de le faire savoir aussi, puisque c'est un argument de poids. Hein, c'est un argument de poids. Une partie de la cotisation syndicale est prise en charge, j'allais dire, par les contribuables, de même que, s'agissant du financement de la vie politique, une partie importante du financement est prise en charge aussi par le contribuable et par l'argent public. Donc ça, c'est un premier point. Alors là, je suis dans du très matériel. Enfin, c'est important de le faire savoir, ce n'est pas suffisamment su. Deuxième chose, et là, on rentre dans le cœur de ce que nous sommes en train de faire avancer avec le monde des partenaires sociaux. Lorsque l'enjeu de la négociation dans l'entreprise grandit et quand le poids de la signature, le poids du stylo dans l'entreprise grandit et qu'il y a des critères de représentativité des organisations syndicales habilitées à signer un accord, ça va être simple. Lorsque un plan social, aujourd'hui, fait l'objet d'une négociation dont la signature par des organisations syndicales représentant plus de 50% des salariés vaut signature, je prends ce cas-là, hein, puisque c'est les 50%, j'allais dire positifs, pas 50% qui s'opposent, 50% positifs, ça donne à l'organisation syndicale un poids. Et pour les salariés qui sont dans l'entreprise, ça incite à peser, y compris au sein des organisations syndicales concernées, peser plus, parce que c'est leur avenir aussi qui, très concrètement, pas simplement dans des débats nationaux, mais très concrètement, peut être entre les mains de ceux qui les représentent. Et donc ça, c'est une incitation aussi considérable à améliorer la représentativité au sens classique du terme, c'est-à-dire le nombre des adhérents dans les organisations syndicales. Après, il y a à chacune d'entre elles de se débrouiller, évidemment, pour apporter... ce n'est pas un service, hein, ce n'est pas du syndicalisme de service du tout. Hein. C'est un syndicalisme qui pèse dans l'entreprise, qui pèse dans la négociation, qui pèse dans le rapport de force, parce qu'il y a toujours un rapport de force avec la direction de l'entreprise ou avec le patronat de manière générale. Vous avez trouvé vous-même la prochaine marche de la réforme. C'est passé à 50% de taux de signature, de taux de représentativité dans la signature de tous les accords. Cette mesure-là, vous en pensez quoi? Alors, premièrement, cette mesure-là, elle est le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux. Donc, ce n'est pas une invention du ministre, c'est une invention des partenaires qui ont signé, ça c'est l'ANI précédent, dit du 11 janvier 2013, qui ont fixé eux-mêmes ce seuil qui est élevé, hein, de 50%, qui ont fixé parfois le seuil de 30%, hein, mais 30% avec 50% qui peuvent s'y opposer. Donc tout ça est un peu subtil, mais enfin les organisations syndicales, les patronales connaissent ça par cœur et on joue avec beaucoup de subtilité. Alors on peut peut-être monter plus loin, je ne sais pas. Pour l'instant, l'ANI, il est applicable depuis juillet dernier. Faisons-le vivre. Ça marche, les accords? Si je regarde s'agissant des PSE, je vais vous donner 2 chiffres. Chacun ensuite en tirera les conclusions qu'il souhaitera. Premier chiffre, s'agissant des PSE
vraiment négociées dans l'entreprise. Je ne parle pas des PSE à la suite de procédures de caractère judiciaire, là où, je dirais, la marge de négociation est quand même un peu étroite, mais vraiment négociées. Dans les 3/4 des cas, il y a négociation. 3/4 des cas, il y a négociation. Et dans plus de 50% des cas, il y a accord. Je pense que c'est un élément à prendre en considération. Plus de 50% des cas, il y a accord. Et ce n'est pas un seul syndicat qui signe. Tous les syndicats signent. Je ne dis pas qu'ils signent tous à chaque fois, mais tous les syndicats ont été signataires d'accords de cette nature à plusieurs endroits en France. Deuxième chiffre, parce que je le crois important, quand le PSE était une décision unilatérale, même soumise à l'avis du comité d'entreprise, du CHSCT, etc., etc., la seule manière de peser pour le contester, hormis des rapports de force du genre grève ou autre, c'était d'aller devant le juge. Taux de recours devant le juge, plus de 30% des PSE étaient portés devant le tribunal de grande instance. Aujourd'hui, taux de judiciarisation, c'est normal qu'il y ait un recours, par définition, contre ce dispositif. Alors maintenant, c'est devant le tribunal administratif, puisqu'il y a eu un transfert vers la juridiction administrative, puisqu'il y a intervention de l'État, sous une forme ou sous une autre, 5%. Donc on est passé de 30% de taux de judiciarisation, qui était légitime à l'époque, puisque c'est parfaitement le seul moyen de faire valoir des arguments. Mais enfin, parfois, on est arrivé quand même à des situations que je considère pour ma part un peu caricaturales et qui, de mon point de vue, certains conflits n'ont pas aidé. Ouais, de mon point de vue, ce ne sera bien entendu pas le point de vue des organisations syndicales qui elles-mêmes agissaient pour aller le plus loin possible dans ce qu'ils considéraient comme la défense des salariés, mais de mon point de vue, ce n'était ni l'intérêt de l'entreprise, ni l'intérêt des salariés, parce que 3 ans après des plans qui sont annulés, dans des conditions où la réalité elle-même économique de l'entreprise a été complètement modifiée, je ne suis pas sûr que ça apporte concrètement aux salariés une meilleure réponse qu'une bonne négociation avec des rapports de force les plus élevés possibles pour oui, parce aboutir à un que accord. c'était de la responsabilité des syndicats? Parce que la procédure était ainsi faite en même temps. Oui, voilà, c'était le droit, le système fonctionnait ainsi, et donc les organisations syndicales, au-delà du rapport de force dans l'entreprise, avaient cette capacité, c'est normal qu'ils l'utilisent. Mais je répète, lorsque 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai des cas où c'est 10 ans après cours de cassation et autres, on arrive à la décision finale sur un plan un PSE, c'est pas bien. Je le dis parfois, j'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats dans la salle, mais je dis parfois que ce n'est pas le débat dans le prétoire qui doit se substituer au débat dans l'entreprise. C'est d'abord dans l'entreprise que le débat doit avoir lieu et que le rapport de force doit avoir lieu. Le rapport de force, il n'est pas devant les juges. Ça peut être nécessaire, je le répète, tout le monde a le droit à un juge. Dans le système démocratique français, évidemment, il doit y avoir des recours possibles. Ils sont toujours là, mais plus ces questions sont réglées dans l'entreprise, plus elles le sont vite, dans de bonnes conditions, je l'espère, et plus elles permettent et à l'entreprise et aux salariés de trouver la solution. Donc la négociation pour éviter la judiciarisation. Non pas pour, je ne le dis pas pour éviter, mais c'est la négociation qui permet d'éviter la judiciarisation. Et est-ce que la négociation permet d'éviter le conflit et le rapport de force? Non. La négociation est l'expression d'un rapport de force. Elle est souvent même l'expression d'un conflit. La négociation elle-même peut se dérouler avec un moment où il y aura conflit, y compris conflit au sens le plus dur du terme. Donc, pour paraphraser un grand leader syndical qui n'est plus aujourd'hui en poste, qui me disait à moi-même il y a quelques mois, au moment où on parlait de tous ces sujets, que nous n'étions pas dans un monde de bisounours, ce qui fait que depuis, je suis toujours caricaturé comme étant un bisounours. Donc, mais non, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et les grands discours sur le thème, qui peuvent être utilisés parfois, nous sommes tous dans le même bateau, nous devons faire réussir l'entreprise, c'est l'intérêt de tous. Oui, je veux bien, mais enfin jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment donné où il peut y avoir des intérêts contradictoires au sein de cette entreprise. Et il n'y a rien d'anormal, c'est même le fondement même du dialogue dans l'entreprise. Il peut y avoir des intérêts contradictoires, en tous les cas contradictoires à court ou moyen terme, même si on peut se dire qu'au bout du compte, l'objectif, c'est évidemment la réussite globale de l'entreprise avec le plus possible d'emplois, le plus possible d'investissements. On voit bien cela. Non, mais il y a un moment donné où il y a des conflits d'intérêts. Et ces conflits d'intérêts, ils peuvent à un moment donné s'exprimer, y compris par du conflit très, très fort, très puissant, avec l'utilisation de toutes les armes que la loi donne aux uns et aux autres pour agir dans ce domaine. Mais il n'empêche,
qu'à un moment donné, c'est dans le cadre de la négociation qu'une issue à ce conflit peut être trouvée. Et l'État, dans tout ça, il sert à quoi? Eh bien, l'État, c'est la caractéristique, au fond, c'est le troisième partenaire, c'est la caractéristique, de mon point de vue, du dialogue social à la française, qui est un dialogue qui ne laisse jamais l'État en dehors du coup. Alors, moi, je sais que certains ont défendu, je me souviens en particulier de débats qui ont pu avoir lieu il y a une petite dizaine d'années, l'idée sur laquelle il y aurait une autonomie du dialogue social et même une autonomie du droit négocié entre partenaires sociaux. Il y en a une partie qui correspond aux conventions collectives, qui sont le plus que l'on rajoute, je dirais, par rapport aux règles du droit. Ce débat-là a eu lieu, je me souviens qu'il pouvait exister au sein des organisations patronales, il existe peut-être encore, il existait parfois au sein des organisations syndicales. Je sens qu'aujourd'hui, ce débat-là a été en quelque sorte un peu dépassé par la vision qui est celle sur laquelle nous construisons aujourd'hui ensemble ce dialogue social à la française. Les partenaires sociaux ont une capacité d'initiative. Les partenaires sociaux doivent être, c'est une obligation par l'État, consultés dans un certain nombre de domaines. Donc ça donne au dialogue social et à la négociation sociale un champ qui est un champ beaucoup plus grand, mieux défini, avec des règles plus précisément définies. Mais il y a toujours, à un moment donné, l'État. Si je prends les 2 derniers grands accords nationaux interprofessionnels, sécurisation de l'emploi et formation professionnelle. Au départ, vous avez une initiative de l'État. Ça s'appelle un document d'orientation. C'est pas rien, le document d'orientation. Et pour ma part, j'ai toujours pris soin que ce document d'orientation ne soit pas reçu dans la boîte à lettres par l'ensemble de ceux, en l'occurrence nous sommes dans des années, les 8, qui sont autour de la table. Et ce document d'orientation quel est le champ, la largeur du champ, et quelle est la profondeur du champ que le gouvernement souhaite voir, en l'occurrence, je dirais, cultivé par les partenaires sociaux. Mais est-ce que cette façon de procéder, ce n'est pas aussi une façon pour le gouvernement, le pouvoir public, de se défausser de leurs responsabilités? Alors c'est l'inverse, sur des de mon point de décisions vue. difficiles, parce que si on prend un sujet comme les restructurations, c'est de fait un sujet ultra sensible, qui n'est pas que économique. Et donc, en renvoyant aux partenaires sociaux, est-ce que vous, quelque part, Alors, vous vous défaussez pas de vos responsabilités? Il y a 2 choses. Là, c'est si on le fait au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est quand on renvoie au niveau de l'entreprise. Des règles, en fait, de la conception des règles. Oui, même sur la conception des règles. C'est ça la caractéristique, justement, du dialogue social à la française. Il ne peut pas se défausser. Je le répète, à l'origine, là, en l'occurrence, il y a une initiative de l'État. Il pourrait ne pas y avoir d'initiative de l'État, puisque les partenaires sociaux peuvent prendre, ils le font là en ce moment, un agenda social avec des négociations dont ils prennent l'initiative. Simplement, c'est ce que je disais au début, dans notre système politique et constitutionnel français, la loi, c'est pas rien. La loi, c'est même le cœur de la règle démocratique. Et donc le débat au Parlement, avec le rôle du gouvernement proposant ou acceptant, et le rôle du Parlement ayant toujours la capacité à amender, c'est aussi quelque chose. Donc au début, vous avez une initiative, on va dire, de l'État. Au milieu, vous avez une négociation libre. Et à la fin, vous avez de nouveau une initiative de l'État. Ça s'appelle la loi, ça s'appelle une proposition de loi ou un projet de loi, en l'occurrence projet de loi quand c'est le gouvernement. Avec cette articulation entre les uns et les autres, que je définirais de la manière suivante. Le devoir du législateur, il est de respecter l'équilibre du résultat de la négociation, puisqu'il l'a suscité, cette négociation. Qu'est-ce que ça voudrait dire que de ne pas respecter cette négociation alors qu'on l'a suscitée? C'est le meilleur moyen d'ailleurs pour éviter qu'il y ait une deuxième négociation ensuite. Les partenaires sociaux signataires disant, écoutez, puisque de toute façon vous ne respectez pas, c'est même pas la peine qu'on se fatigue à en négocier un nouveau accord. Donc il y a le respect de l'équilibre. Mais en même temps, dans le cadre constitutionnel qui est le nôtre, où l'État a un rôle de défense de l'intérêt général et où, évidemment, les parlementaires conservent un droit de négocier. Je me souviens très bien qu'au moment de ce qu'on appelle la transcription, maintenant, du premier ANI, qui était un ANI, j'allais dire, ce que je dois dire, plus disputé, plus conflictuel, plus sensible, et où s'exprimaient donc fortement et légitimement des désaccords d'organisations syndicales par rapport au contenu de cet accord. Il y avait une pression très forte et légitime sur le Parlement et sur les députés ou les sénateurs sur le thème, mais il faut amender, vous avez votre droit d'amendement, conservez votre droit d'amendement. C'est parfaitement vrai, conservez leur droit d'amendement.
Et à ce moment-là, certains s'inquiétaient en disant, mais qu'est-ce que va être l'attitude de ces parlementaires? Eh bien, au bout du compte, moi, je me suis aperçu que les parlementaires eux-mêmes étaient dans la volonté à la fois d'utiliser leur droit d'amendement, leur liberté d'amendement, mais de Ça a respecter. démangé certains quand même. Hein. Mais oui, mais démanger, et au bout du compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas eu de grattés. majorité. Ils sont grattés, mais après, ils ont dit que l'intérêt était où? Dans le respect de l'équilibre. Et je le répète, le respect de l'équilibre, ce n'est pas le respect de la virgule. Le respect de l'équilibre, c'est quelque chose de plus subtil. Et quand ils avaient une volonté d'amendement, ils ne discutaient pas seulement avec le gouvernement sur le thème classique, est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas, ils discutaient aussi avec les organisations elles-mêmes, qu'elles soient signataires ou qu'elles soient non signataires, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller pour ne pas bouleverser ou ne pas modifier l'équilibre de l'accord. C'est ça, voilà, je viens de décrire très concrètement ce que c'est que la démocratie sociale à la française ou la négociation française à la française, avec un rôle de l'État qui est un rôle réel et qu'on peut contester, mais si on le conteste, on conteste l'organisation constitutionnelle même de la France. Dernière question sur le pacte de responsabilité. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir respecté cette démocratie sociale à la française dans la façon dont il a été construit? Alors, le pacte de responsabilité, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un ANI, il ne s'agit pas de légiférer ou de faire des propositions de législation dans le domaine propre de l'ANI. D'ailleurs, lorsque le président de la République a dit dans le pacte de responsabilité, il pourrait y avoir ce qu'il a appelé une amélioration, le terme de la négociation dans l'entreprise, il a immédiatement dit qui sera du domaine de la négociation entre les partenaires sociaux. Parce que ça, on est dans les règles de droit, donc ça doit obligatoirement obéir à l'article L1 du Code du travail, et donc ça doit faire obligatoirement l'objet d'une négociation. Mais le pacte de responsabilité lui-même, c'est autre chose. Quand vous parlez de fiscalité des entreprises, il y a, me semble-t-il, une nécessité de concertation. Quand on parle de cotisation dans le domaine sécurité sociale. Je ne parle pas du tout, bien sûr, de ce qui est aujourd'hui du domaine du paritarisme. Agir, Carco, l'UNEDIC, on vient de le voir. Non, mais dans le domaine dit sécurité sociale, c'est une décision qui appartient à l'État, mais avec une concertation. La concertation, ça n'est pas la même chose que le dialogue, enfin, la négociation avec l'accord qui lui-même a des conséquences éventuellement juridiques ensuite. Donc là, nous sommes dans le domaine de cette négociation. Mais il y a un point sur lequel le gouvernement a saisi les partenaires sociaux, c'est cette question dite des contreparties. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, partenaires sociaux? Au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise dans sa diversité, la direction, mais les salariés qui travaillent dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire des contreparties de la part des entreprises? Je vais dire en échange, même si tout ça doit être discuté finement, que chaque mot peut faire peur ou au contraire peut rassembler. On voit le poids de tous ces mots, de tous ces débats sémantiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans l'entreprise? Qu'est-ce que peut apporter l'entreprise? Alors en termes de quantité d'emploi, en termes de qualité d'emploi. Et c'est là où nous avons demandé aux partenaires sociaux de regarder entre eux quels devaient être les critères, les procédures, j'allais dire presque les clignotants qu'il fallait pouvoir regarder pour qu'on puisse juger dans les entreprises, en l'occurrence dans les branches, de l'évolution de ce pacte de responsabilité, de ses conséquences, et donc à partir de là, de ce qu'on a appelé les contreparties, enfin, du respect des grands engagements qui sont pris par les uns et par les autres. Donc on n'est pas du tout dans le même type de champ, si je puis dire, et tout particulièrement pas de champ juridique. Il n'y a pas d'obligation juridique issue de ce pacte de responsabilité et des conditions de sa mise en œuvre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certaines organisations syndicales ne souhaitaient même pas rentrer dans ce débat-là à ce stade-là, parce qu'elles considéraient que ça n'avait pas de nature juridique au sens normatif du terme. Certains disent parfois que c'était du droit mou et qu'ils souhaitent négocier du droit plus dur. Ça ne les empêchera peut-être pas de participer éventuellement au suivi de l'application ou de participer, ça j'en suis persuadé, aux négociations dans les branches sur les conditions de suivi du pacte de responsabilité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur le Ministre.